Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va survoler et s'expliquer les notions du chapitre 3 dans le cadre de votre cours de méthode quantitative avancée. Vous allez voir que le chapitre 3 ne vous déstabilisera pas trop. Loi normale, on a vu ça l'année passée. Peut-être que ça avait été moins bien compris l'année passée. Ça va être une occasion de se reprendre. C'est une notion qui est quand même très importante pour vos futurs cours à l'université. Donc, comprendre la base de tout ça, ben, ça va vous aider. Donc, on va survoler ça, la loi normale. Et on va aussi ajouter quelque chose de nouveau qui n'est pas très complexe, mais qui est quand même très intéressant, c'est la normalisation des données. Donc, comment on fait pour un peu truquer les données pour qu'elles adoptent une loi normale et donc ensuite pouvoir faire des propriétés qui sont attachées à la loi normale. Il y en a vraiment beaucoup. On peut faire toutes sortes d'estimations, des déductions par rapport aux tests d'hypothèse et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant de savoir normaliser les données et ce n'est pas très compliqué. Vous voyez ici dans ma table des matières, je n'ai pas osé les enlever, mais il n'y aura pas de devoir à chaque sous-section. Vous allez avoir un devoir qui compte, comme c'est le cas depuis le début du COVID-19, et il va être en ligne dès lundi. Habituellement aussi, on faisait d'autres sous-sections de matière. On faisait de l'approximation de lois binomiales et de lois de Poisson par la loi normale. Donc, quand on avait une binomiale avec une très grande occurrence de cas, là, en fait, on pouvait approximer la courbe que ça allait donner par une loi normale. Même chose pour la loi de Poisson. Mais là, on est pressé dans le temps, on est à distance, c'est un peu différent. Donc, c'est des notions que j'ai décidé d'enlever. Fait qu'on va se lancer, sans plus tarder. Loi normale, votre loi normale, c'est la même que l'année passée. On avait vu deux lois de probabilité dans le chapitre 2, donc la semaine passée avant de prendre un congé. La loi binomiale et la loi de Poisson qui étaient appliquées à des variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre des nombres décimaux. Donc, on ne peut pas dire j'ai 3,5 frères et sœurs. Je ne peux pas non plus dire que à la suite de 5 lancers d'une pièce de monnaie, j'ai obtenu 2,5 piles, par exemple. Donc, c'est impossible. C'est pour ça qu'on dit que c'est des variables discrètes parce qu'elles sont vraiment elles sont définies par des nombres entiers seulement. Il y a aussi d'autres sortes de variables aléatoires. Il y a les continues. Donc, les continues, ça peut prendre n'importe quelle valeur sur un intervalle donné, sur un axe numérique. Donc, les valeurs numériques qui ont droit d'être décimales, il y a par exemple toutes les longueurs, les poids, les surfaces, les prix, les années, donc tout ce qui a rapport au temps, aux mesures, la température, etc. Donc, ce sont toutes des variables qui ont le droit d'avoir des décimales. C'est sûr que quand je vous demande votre âge, il y a très peu de gens qui vont me répondre j'ai 18,5 ans, mais c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est réel. Donc, par exemple, il n'y a personne, ou en tout cas, pendant un très, très, très court laps de temps, il n'y a personne qui a 18 ans pile. Tout le monde a un nombre décimal qui est attaché à son âge. On est habitué de faire ça simple en arrondissant, ou en tronquant plutôt. Donc, on dit l'âge entier qu'on a, mais le temps, c'est quelque chose qui est totalement continu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la loi normale? Juste avant de parler de la loi normale particulièrement, il y a toutes sortes d'autres lois qui traitent les variables aléatoires continues. Une courbe ici, donc là, vous avez un exemple, c'est une densité de probabilité d'une variable aléatoire continue. Et quand on va vouloir calculer des probabilités, que ce soit avec n'importe quelle sorte de distribution, comme vous voyez à l'écran, le principe, ça va être de chercher l'air sous la courbe. Dans le cadre du cours ici, on ne fera pas les lois qui sont spéciales comme celle-ci, on va faire que la loi normale, mais je veux quand même faire juste un survol pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'une variable ne suit pas une loi normale qu'on ne peut pas faire de probabilité avec. C'est que si j'ai une variable qui ne suit pas une loi normale, comme celle-ci, qui a deux bosses, pour calculer une probabilité d'avoir un X, donc une longueur lunaire, un prix entre A et B, ben, il va falloir que j'utilise le concept d'intégrale. Donc, intégrale, c'est un concept qu'on ne survole pas dans le cadre de votre programme, mais c'est un concept mathématique qui est assez utile là, dans les probabilités d'inférence statistique. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de continuer à faire de la recherche, vous allez
survoler cette notion-là aussi. Donc, intégrale, ça calcule directement l'aire sous la courbe f de x. F de x, c'est le tracé. Et l'intégrale de f de x allant de A jusqu'à B, c'est la surface en rouge. Donc, pour ce qui nous intéresse, nous, c'est la loi normale. Je vous rappelle ici, donc on a un petit exemple. Vous avez le, ici, excusez-moi, c'est distribution. Il n'y a pas de contexte. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un histogramme qu'on a appris à faire l'année dernière. Un histogramme par-dessus lequel on a fait une espèce de courbe qu'on appelait le polygone de fréquence. Et le polygone de fréquence, quand il ressemble à une forme de cloche, comme vous voyez là, ben, c'est intéressant parce que ça va être ce qu'on appelle la loi normale qui va se coller mieux à ces données-là. La loi normale, ça colle avec beaucoup de sortes de données, donc tout ce qui a rapport à l'activité humaine. Ça va souvent ressembler quand on récolte des données, quand on les place dans un histogramme, ça va souvent faire ce format de cloche-là. Et là, on s'imagine si j'avais vraiment beaucoup de données, ben là, mes rectangles deviendraient de plus en plus minces et on finirait par ne plus distinguer d'endroits vides, là, comme ça ici, si on avait vraiment beaucoup de données. Donc, c'est qu'à l'infini, quand j'ai vraiment beaucoup de données, la courbe va finir par être plus lisse. Les caractéristiques de cette fameuse loi normale, donc la forme de cloche, c'est la première qu'on voit quand on regarde le graphique. Ce qui est intéressant pour nos calculs, c'est qu'elle est symétrique. Donc, à gauche et à droite, on va avoir exactement la même courbe, mais comme vue dans un miroir. Donc, on va avoir aussi la même surface, comme si elle était vue dans un miroir. Je vous rappelle aussi que la surface sous la courbe, elle est toujours de 100%, donc de gauche à droite, quand je colorie, que ma courbe soit de la manière que vous voulez, je vais toujours avoir 100% des données qui sont en dessous. Donc, que la cloche soit plus élevée, plus évasée, plus serrée, plus à gauche, plus à droite. Donc, c'est vraiment toujours 100% des données qui vont être cumulées en dessous. La courbe va être asymptotique, ça veut dire qu'elle ne touche pas, même si sur le dessin, ça porte un peu à confusion, mais elle ne touche pas à l'axe des X. Donc, il y a tout le temps une possibilité d'aller très loin dans les X, même si on voit comme plus de surface au-dessus, c'est possible d'y aller. Si je vous donne un exemple, si on retrouvait une personne dans la nature ou on trouve une personne dans un pays, peut-être au Canada ou peu importe, qui mesurerait 8 pieds 5, par exemple. Donc, elle, sa donnée, sa grandeur, sa taille, ne serait pas dans les données communes. Donc, les données où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'accumulent avec la même taille. Donc, le rectangle de l'histogramme, on s'imagine ici l'histogramme, le rectangle s'élève assez haut. Par exemple, des gens qui mesurent entre 5 pieds 7 et 5 pieds 9, bien, il y en a beaucoup. Donc, ça veut dire que l'histogramme monte assez haut quand je cherche des gens qui ont une certaine caractéristique. Mais même si vous êtes la personne qui mesurait 8 pieds 5, vous allez être un peu loin des données habituelles qu'on est habitué de voir, mais il y a quand même de la place pour vous. Donc, il va y avoir une asymptote ici. La courbe en rouge ne va pas fermer la porte à ce genre de données qui sont un peu plus grandes ou un peu plus petites. Ensuite, quand on nomme la loi normale, on va dire que la variable aléatoire x, donc on a vu ça un peu au chapitre dernier, là, on s'est habitué à nommer les variables aléatoires. Donc, on dit que notre variable aléatoire x puis une loi normale avec un n majuscule, et les paramètres dans cette loi normale-là, c'est mu et sigma. Donc, mu, c'est la moyenne de la population, et sigma, c'est l'écart type de la population. Donc, sigma carré, c'est la variance. C'est une forme de notation. Le au carré est obligatoire de le mettre. C'est vraiment juste une convention de notation. Ce qui est différent du chapitre 2 avec ces deux paramètres-là. Donc, chapitre 2, je vous rappelle, là, on faisait des lois binomiales. Puis là, dans la loi binomiale, j'allais, excusez-moi, ici, donc ma loi binomiale, j'allais écrire le n et le p. Donc, ça me permettait d'aller faire des calculs. Le n, c'est le nombre d'essais et le p, la probabilité à chacun de mes essais. Et je pouvais mettre ces deux paramètres-là dans un calcul.
Dans ce cas-ci, ce ne sera pas vraiment possible de mettre les deux paramètres dans un calcul parce que le calcul est assez lourd. Puis, si on regardait le calcul, oups, je l'ai enlevé, désolé. Donc, le calcul est assez volumineux et ça prend la notion d'intégrale pour pouvoir calculer tout ça. Donc, on ne fera pas le calcul et même si vous travaillez avec ça, jamais vous allez avoir à faire le calcul parce que c'est assez compliqué, il est assez lourd à faire le calcul direct. Donc, la manière dont on fonctionne, c'est de fonctionner avec des tables. On va être obligé de prendre des tables de loi normale. Ici, ce que vous voyez, les deux groupes de 3 cloches, c'est pour vous montrer l'influence des deux paramètres. Donc là, il y a des paramètres qu'on ne peut pas vraiment prendre pour calculer, mais on peut voir qu'est-ce qu'ils font. Donc, le paramètre mu, la moyenne, c'est que sur un axe des X ou un axe numérique, plus la moyenne est grande, plus la cloche va être centrée loin sur l'axe des X. Par exemple, le mu 1, ça pourrait être 10, le mu 2, ça pourrait être 15 et le mu 3, ça pourrait être 25. Donc, plus la moyenne est élevée, plus ma cloche va être déplacée vers la droite. Si ma moyenne est basse, plus la cloche va être déplacée vers la gauche. L'écart type, donc ce qu'on voit ici, c'est que les 3 moyennes sont à la même place. Les 3 moyennes sont au milieu ici, exactement à la même place. Puis là, on vous montre c'est quoi l'influence d'avoir des écarts types différents. Donc là, je vais prendre mon crayon. L'écart type sigma 1, on dit qu'il est plus petit que l'écart type sigma 2, qui est plus petit que l'écart type sigma 3. Donc, l'écart type, je vous rappelle, ça donne un indice sur la dispersion de mes données. Donc, si j'ai un écart type petit, bien, je vais avoir ici une courbe que toutes les données vont être regroupées vers le milieu. Donc, l'écart type petit va correspondre avec une cloche qui va être plus pointue, plus étirée vers le haut. L'écart type le plus grand, ça veut dire que les données sont très dispersées. Bien, ça va être plus évasé comme style de cloche. Donc, la cloche va vraiment moins monter haut, mais elle va être plus étendue de part et d'autre. Et celle du milieu, bien là, il en reste une, c'est celle qui est entre les deux, donc qui monte pas le plus haut, mais qui est quand même évasée, mais sans être la plus évasée. Donc là, j'ai celui-là. Ensuite, je vais effacer tout ça, effacer. Et voilà. Et là, si on essayait de faire des calculs, comme je viens de vous dire, on ne peut pas faire de calcul avec les deux paramètres. Ça commence à être compliqué. Si je vous parle de table, vous vous rappelez qu'on avait juste une table. Et pourtant, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes et une infinité de variables possibles. Donc, chaque personne qui va utiliser la loi normale va avoir sa propre variable et ses propres données. Donc, c'est pratiquement impossible de prendre chacune des variables distinctement, comme on fait avec la binomiale et la poisson. C'est impossible de prendre chaque variable distinctement et de calculer à chaque fois la probabilité d'avoir une certaine valeur. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'utiliser la loi normale centrée réduite. Donc, on prend notre valeur ou notre variable à nous et on va lui appliquer une certaine transformation. Donc, ça, c'est notre variable. Et on va prendre chacune des données. Excusez-moi la belle écriture. Et on va toujours aller vers la code Z de chacune des valeurs qui nous intéressent dans notre variable aléatoire. Donc là, on va avoir plein de valeurs possibles et elles vont toutes converger vers la même table, qui est la table des codes Z. Donc, les codes Z qui calculent, je vous le rappelle, le nombre d'écarts types qui séparent une valeur de la moyenne. Au lieu de mettre un chiffre, on calcule le nombre d'écarts types, peu importe la longueur de l'écart type, c'est universel. Donc, on transforme une variable spécifique en une variable universelle. Donc, on fait une petite transformation, on prend notre variable, on soustrait notre moyenne et on divise par notre écart type, ça va donner une code Z. Les codes Z vont être faciles à lire dans la table de la loi normale centrée réduite. Et cette table-là, vous l'avez dans votre cahier des tables.
Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut dans le cahier des tables que je vais utiliser en parallèle avec mes notes de cours. Donc, la table. Un petit rappel de comment elle fonctionne. On part toujours, la lecture de la table, elle est faite comme ça. Donc, on part toujours avec l'idée que 100% des données sont sous la cloche et que quand on cherche une probabilité, bien, on cherche un pourcentage de données finalement et ça nous prend des bornes. Donc, soit qu'on se dit, bien, je cherche la probabilité d'être entre le milieu, qui est la moyenne, et une certaine valeur. Ça peut être de l'autre côté aussi, dans le négatif. Donc, on va avoir plusieurs exemples. Et on va toujours devoir utiliser un peu la géométrie pour se sortir de tout ça. Donc, la table de la loi normale centrée réduite, comment elle fonctionne, c'est qu'il faut lui fournir une code Z. Donc, quand je regarde la première colonne ici, je vais toujours regarder l'unité et la première décimale de ma code Z, que je vais avoir calculé dans un exemple, et la deuxième décimale de la code Z dans la ligne du haut. La rencontre de la ligne et de la colonne, c'est un pourcentage. 0.3289, c'est 32,89. Et ce 32,89%-là, c'est la zone orangée que vous voyez entre le centre et la code Z 0,95. Donc, c'est toujours, le pourcentage donne toujours le pourcentage exactement entre le milieu et la code Z qu'on lui fournit. Elle fonctionne comme ça. C'est tout à fait pratique, c'est juste qu'il faut faire des petits ajustements, des soustractions, des additions de temps en temps. Fait que là, il y a un exercice simple ici. Si on regarde avec la table de la loi normale, comment je fais pour calculer la probabilité de trouver une code Z entre 0 et 2,14? Je m'en vais sur ma table dans la page 27. Donc, 2,14, je commence ici, 2,1. Et je vais à la ligne 0,04. Donc, la réponse, ce serait 0,4838. C'est bien ça que j'ai écrit? 48. Oups, j'ai bifurqué. Donc, 2,24. C'est ça. Donc, 0,4875. Ici. La probabilité de trouver une code Z entre 0 et 1,39. Donc, 1,3 et 9, c'est le dernier à la fin ici. Donc, 0,4177. Si je regarde ici, 0,4177, c'est la probabilité, donc 41,77%, c'est la probabilité de trouver une valeur qui soit entre 0 et 1,39 de code Z. Donc, pour ce faire, à chaque fois, il va falloir mettre en code Z les valeurs qui sont posées dans la question et utiliser la géométrie un petit peu pour y arriver. Donc, si on fait un exemple un peu plus complet avec une question complète, un résultat, donc le résultat d'un test de QI, on a dit que c'était ça, la variable aléatoire, elle est continue. Pour des adultes, se répartissent selon le modèle de la loi normale avec une moyenne de 100, donc le mu, c'est 100. Il y a un écart type de 15, ce qui fait que le sigma, c'est 15. Le sigma carré, c'est 15 au carré. On l'écrit ici dans les paramètres. On va être obligé de mettre le au carré. Donc, par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est d'écrire, premièrement, c'est quoi ma variable aléatoire? Elle est déjà décrite dans la question. Ensuite, ma variable aléatoire suit quelle loi? Donc là, on a 3 lois en circulation, donc il faut être assez précis. X suit cette fois-ci la loi normale, c'est écrit dans la question. Moyenne, écart type au carré. La question, c'était quel est le pourcentage des personnes qui ont un QI entre 90 et 100? Donc, j'ai besoin des codes Z pour aller chercher des pourcentages dans ma table de la loi normale, centrée réduite. Donc, je cherche la code Z de 90, qui est 90 moins la moyenne de 100 sur l'écart type. 90 moins 100 sur 15. Ça donne un nombre négatif, on le laisse comme ça. Donc, moins 0,67, arrondissez toujours à 2 décimales. Ça va être le mot d'ordre pour cette loi-là. Ensuite, la code Z pour 100. Donc, je fais 100 moins la moyenne qui est aussi 100.
divisé en 15, ça me donne 0. Tout à fait logique. Là, la moyenne, c'est 100. Donc, quand on transforme en code Z, le 100, ça devient le 0 en code Z. Donc, la probabilité de trouver un X entre 90 et 100, c'est équivalent à chercher une code Z entre moins 0,67 et 0. Donc, la variable X de notre vraie situation cherche des données entre 90 et 100. Puis dans notre table, on va chercher des valeurs entre moins 0,67 et 0. Mais là, on avait parlé dans notre table tout le temps d'aller à droite de 0. Donc, n'oubliez pas que c'est symétrique cette histoire-là. Donc, si je cherche des valeurs entre moins 0,67 et 0, c'est la même chose que de chercher des valeurs entre 0 et 0,67. La surface en brun ici va être identique. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est de chercher tout simplement entre 0 et 0,67. Dans une démarche complète, il faut mettre le dessin pour que je vois que vous ayez compris ce genre de choses. Donc, je cherche la probabilité d'être entre 0 et 0,67. 0,67, 0,67. Donc, on a 24,86 % ici. Donc, on l'a mis en pourcentage. Et on finit avec une petite phrase courte. En conclusion, il y a environ 24,86 % des adultes qui ont un QI compris entre 90 et 100. Ensuite, ici, vous voyez toutes sortes d'équivalences ou d'idées pour combler des questions qui déborderaient de part et d'autre du centre ou qui ne sont pas directement reliées ou attachées à la moyenne. Donc, vous voyez ici le côté symétrique qu'on vient d'exploiter. Donc, être à gauche de 0, c'est comme être à droite de 0. Le petit b ici, là, si je veux combler un espace plus grand, je peux faire l'addition grâce à ma table. Ici, le petit rose pâle, ce serait 50 %. Le rose foncé, il faudrait que je le calcule à l'aide de ma table. Donc, là, on voit ici 0,5. Si je dois faire un calcul qui dépasse de part et d'autre, en fait, le A et le B, les deux chiffres qui m'intéressent, si les deux dépassent le 0, donc qui ne touchent pas au centre, il faut que je fasse une soustraction. Donc, là, je fais le rose pâle moins le rose foncé et il va me rester que le vert. Même chose si, je suis à gauche, je vais faire le même stratagème, mais en faisant la symétrie. Ça se peut aussi que j'ai à faire des pointes. Donc, je fais 50 % qui est le rose moins la valeur entre 0 et la ligne. Ici, qui est A, donc la même ligne A qui est là. Donc, si j'ai besoin, je peux faire une symétrie, pas de symétrie, pardon, une soustraction, donc 50 % moins le rose qui est là. Et ainsi de suite. Donc, ce sont toutes des inspirations pour résoudre vos problèmes. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vous aider là, pour résoudre des problèmes qui ne sont pas nécessairement collés sur la moyenne. Vous avez ici un exercice 2. Donc, dans une certaine université, la distribution des résultats du test d'admission en médecine suit une loi normale de moyenne mu, que vous voyez ici, et d'écart type 7,8. On parle de Sophia qui a obtenu une note de 90 pour ce test. Quel pourcentage d'étudiants a obtenu une note supérieure à la sienne? Donc, dans le fond, la question sous-jacente, c'est c'est quoi la probabilité de trouver un étudiant dont le X, qui est la note, soit supérieure à 90, qui est la note de Sophia. Donc, X, c'est ma variable aléatoire, je dois la définir, je dois dire quelle loi elle suit. Ensuite, définir la probabilité qui m'intéresse. Transformer mon X en Z. Vous pouvez le faire à côté ou vous pouvez le faire directement dans l'équation ici. Ça va très bien, ça aussi. Donc, 90, c'est la note moins la moyenne sur l'écart type. Ça donne 1,33. Et je cherche dans ma table. Donc, comment je fais pour chercher la probabilité d'être au-dessus d'une certaine valeur? Là, je peux regarder dans mon inspiration ici. Je vais faire 50 % moins les valeurs qui sont comprises entre 0 et 1,33. Donc, 50 % moins les valeurs qui sont comprises entre 0 et 1,33. Je regarde ici.
1,33, c'est 40,82 40,82 Donc là, il y a 9,18 des étudiants, ou en tout cas une probabilité de 9,18 qu'on pige au hasard un étudiant et que sa note soit supérieure à 90. Pour ce qui est de l'exercice suivant, l'exercice 3, on a la répartition des adultes canadiens de sexe masculin selon la taille, qui est notre variable aléatoire X. On dit que ça obéit à une loi normale. La moyenne pour les hommes, c'est 1,76 m et l'écart type de 0,071. Donc, ce sont la moyenne, elle est réelle, mais l'écart type, là, il a été inventé. Pour les femmes, la véritable moyenne, c'est 1,621 m, donc 1,621 m, et l'écart type également a été inventé. Donc, question 1, on vous demande quelle est la proportion ou quelle est la probabilité ou quel est le pourcentage, tout ce que vous voulez, c'est toute la même chose. Quelle est la proportion d'adultes canadiens de sexe masculin ayant une taille comprise entre 1,65 m et 1,70 m? Donc, on écrit d'abord c'est quoi notre variable aléatoire, quelle loi elle suit, c'est quoi la probabilité recherchée, donc la probabilité d'être entre 1,65 m et 1,75 m, donc pour ma variable aléatoire X. Pour avoir accès à la table, je vais aller chercher la transformation de mes deux valeurs ici en Z. Donc, je vais chercher leur code Z. Valeur moins la moyenne sur l'écart type, valeur moins la moyenne sur l'écart type. Et finalement, j'ai de quoi chercher dans ma table ici, ma table de la loi normale centrée réduite. Donc, quelle est la probabilité d'être entre moins 1,55 de code Z et moins 0,14 de code Z? Ça se traduit par le dessin qu'on voit ici, qui n'est pas très grand, là, mais je peux quand même le grossir. Donc, on voit ici la région, elle est complètement à gauche de 0 pour ce qui est des codes Z, donc elle est en bas de la moyenne. C'est égal à mettre la même région, mais de l'autre côté, donc à droite de 0. Pour pouvoir accéder à cette surface-là, qui est une région, mais on ne peut pas calculer avec une règle, donc pour avoir accès à cette surface-là, il faut partir toujours de 0. Donc, on va utiliser de 0 jusqu'à 1,55 m. Excusez-moi, le 1 m. Donc, de 0 jusqu'à 1,55 de code Z. Et on va enlever la section ici qui est vide entre 0 et 0,14 de code Z. Donc, c'est comme ça qu'on fait nos recherches dans la table. Donc, si on regarde 1,55 dans la table, 1,5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est mon premier pourcentage. Donc, si je regarde ici, j'ai 0,4394, donc 43,94 des données qui sont entre 0 et 1,55 de code Z. Et ici, je ferai la même chose. Je cherche 0,14 dans la table, donc 0,14. Et ça me donne 5,55 des données qui sont ici à soustraire pour avoir exactement cette surface-là ici. Donc, c'est ce qui s'est produit. On a indiqué ici que la région, si elle est à gauche, c'est la même chose qu'à être dans le positif. Donc, on a juste mis l'égalité, la première image. Et ensuite, la deuxième image a été traduite en mathématiques ici. Donc, on a fait la section la plus grande moins le petit trou. C'est ce qui est écrit ici et là. Les deux réponses et la soustraction. Donc, le résultat de la soustraction fait 38,37. Donc, dans ce contexte-là, on a une proportion de 38,37 % des hommes canadiens qui ont une taille entre 1,65 m et 1,75 m. J'ai un petit exercice ici qui était le fun à faire en classe, mais là, bon, on n'a pas cette occasion. Si c'est possible pour vous, on pourrait faire, vous pouvez le faire pour tester, voir comment ça marche, puis vous pouvez me l'envoyer si ça peut, pour vous réconforter ou pour être sûr que vous l'avez. Sinon, on passe à un prochain exercice. Donc, c'est exactement la même chose. On fait juste manipuler, avoir des régions différentes. Ici, je vous demande de faire attention à la notation. C'est le petit plus par rapport à l'année passée. Donc, vous devez écrire ce genre de notation pour avoir 100 % de vos points. Donc, on regarde la question. Une machine fabrique des tiges de métal. Comme le procédé de fabrication n'est pas parfait, on observe des variations dans la longueur des tiges produites. Donc, il est connu que la longueur des tiges produites suit une loi normale de moyenne 2
et d'écart type 2 cm, donc 0,02 m. Les tiges dont la longueur est supérieure à 2,05 ou inférieure à 1,98 sont considérées comme défectueuses. Le ou, ça n'a pas changé par rapport au chapitre 1. Le ou va être associé à une addition. C'est ça ou ça qui va se produire. Donc, comment on fait ce numéro-là? Donc, on a ici la longueur des tiges produites qui est notre variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne 2 mètres, d'écart type 0,02 m et on le met au carré ici dans la section. Ensuite, qu'est-ce que la question nous demandait? Bien, c'était les valeurs de longueur de tige qui étaient en bas de 1,98 et celles qui étaient en haut de 2,05 qui étaient rejetées. Je traduis tout ça en code Z. Donc, je prends les deux valeurs, je les traduis en code Z. Et ensuite, on a la région qu'on garde finalement. Il y aurait comme deux manières de faire cette question-là. Donc, si on regarde les tiges défectueuses, on va avoir les deux pointes ici. Donc, on va avoir les deux pointes en rouge que vous voyez. Puis comment on fait pour arriver à ces deux pointes en rouge-là? C'est là que cette ligne-là entre en ligne de compte. C'est qu'on va calculer, dans le fond, les deux sections en blanc. Donc là, si on regarde qu'est-ce qui s'est produit à la ligne 3, c'est qu'on a trouvé les codes Z. Et les codes Z de 1,98, c'était moins 1. Et la code Z de 2,05 m, c'était 2,5. Donc, on n'oublie pas que même si les chiffres se ressemblent, il faut mettre en code Z tout le temps. Donc, qu'est-ce qui se produit par la suite? C'est qu'on calcule tout le temps du centre. Donc, c'est plus facile de dire, bien, je vais calculer la région en blanc ici, la région en blanc de ce côté-là, et je vais faire 100% moins ces deux régions-là. Donc, c'est exactement ce qui se produit ici. 100%, c'est 1. J'enlève la proportion des valeurs qui sont entre moins 1 et 2,5. Donc là, ce qui se passe ici, bon, j'ai additionné de 0 jusqu'à 1, de 0 jusqu'à 2,5. Je les additionne pour faire toute la section blanche et ensuite, je fais 1 moins la réponse. Ce qui fait en sorte que dans cette situation fictive, j'aurai 16,49 de tiges défectueuses. Il peut arriver aussi que vous ayez la question à l'envers, donc on vous donne un seuil de probabilité et que je vous demande c'est quoi la valeur qui délimite ce seuil-là. Donc, si on regarde des exemples sans contexte, on vous dit, bon, on a une code Z ici, ça, c'est pas vraiment nécessaire. La code Z suit toujours une loi normale 0,1. On vous demande de déterminer les valeurs ici, on voit en bas, qui vérifient l'équation demandée. Donc, c'est quoi la probabilité de trouver une code Z en bas d'un certain chiffre que je ne connais pas, de telle sorte que j'ai 44,04 des données qui vont être représentées. Donc, le petit bec vers la gauche qui pointe vers la gauche, c'est pour ça que j'ai choisi de dessiner à gauche de la ligne. Et j'ai fait ma ligne complètement à gauche parce que si je dessine vers la gauche, et que je fais ma ligne passer le centre, c'est sûr que je vais avoir une proportion plus grande que 50 Donc, il faut absolument que je garde une logique par rapport à ça. Si j'ai 44 des données à dessiner à gauche d'une certaine ligne à cause du mot inférieur ou à cause du petit symbole inférieur, bien, il faut que je mette ma ligne du bon côté. Qu'elle soit collée ou pas collée sur 0, c'est vraiment une approximation. La logique veut qu'on le laisse à gauche et non pas à droite, sinon il y a une erreur. On va faire des erreurs dans nos calculs par rapport à ce dessin-là. Donc, vous devez me faire le dessin et je veux avoir quelque chose de logique pour que vous ayez vos points par rapport à ce dessin. Donc là, c'est la même table qu'on va utiliser. Donc, il faut trouver un stratagème pour accéder à la code Z. Je vous rappelle ici, j'ai tout le temps la relation code Z avec proportion dans le milieu. Donc, si je suis capable de fournir une code Z, j'obtiens une proportion. Si je fournis une proportion, j'obtiens une code Z. C'est tout simplement donnant-donnant. Donc, c'est toujours le même fonctionnement. Les proportions partent toujours du milieu vers une certaine ligne. Donc, je me débrouille.
me dit j'ai 44,04% ou 0,4404 dans la pointe en rouge que j'ai dessinée. Et ici, c'est combien ça me prend pour compléter à 50%. Donc, 50% moins 44,04, ça me donne 5,96% ou en décimale 0,0596. Pourquoi je suis allée chercher ça? C'est parce que c'est la seule proportion qui part du centre et qui s'en va vers ma ligne. Peu importe si c'est la bonne section, ça va quand même me donner la bonne ligne. Donc, je demande à ma table, c'est quoi la ligne qui fait que je délimite 0,0596 à partir du centre. Donc, je vais aller dans ma table. Et là, je cherche. 0,0596, il est là. Ça se peut qu'il ne soit pas exactement pile dessus. Je prends le plus proche possible. Donc, 0,0596, ça me donne une cote Z de 0,15. Donc, 0,15, c'est la cote Z désirée. Encore une fois, on fait appel à la logique. La cote Z, elle est à gauche de 0, donc elle est négative. Donc, tous des petits détails comme ça qui font qu'on a compris ou on n'a pas compris la situation. Deuxième question, sans contexte encore cette fois. La prochaine, on va avoir un contexte. Donc, c'est quoi la probabilité de trouver une cote Z entre moins 1,87 que je suis allée dessiner, j'ai 0 dans le milieu, moins 1,87 à gauche, et un certain chiffre que je ne connais pas, de telle sorte que j'ai 96,71% ou 0,9671 données qui se retrouvent entre la ligne ici et la ligne que je ne connais pas. Donc là, pourquoi je suis allée déborder de l'autre côté? C'est parce que je dois représenter 96% des données, donc je n'ai pas le choix de déborder du milieu qui m'aurait limité à 50%. Même là, même pas 50%, j'ai une pointe vide. Donc, je suis allée mettre la ligne à peu près vers la pointe à la fin, juste pour que ce soit assez proportionnel. Et je vais aller chercher le pourcentage entre le centre et ce fameux ZK ici. Donc, je sais que tout le rouge, c'est 4,9671. Donc, je sais aussi c'est quoi la région à gauche de 0 avec ma table. Je vais chercher 1,87 de code Z dans ma table. 1,87, c'est ici. Donc, je sais qu'il y a 46,93% des données à gauche. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Et donc, qu'est-ce que ça me laisse à droite? C'est 49,78. Donc, je vais chercher la section de droite. Je vais la chercher dans ma table, dans la région ici du centre, parce que 49,78, c'est une région. Donc, je vais chercher dans le milieu. Je cherche. 4,9, 9,4, c'est un autre 300. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête. 4,978, il est là. Donc, je commence ma lecture à gauche. 2,85. Donc, 2,85. C'est ce qui est écrit ici. On le laisse positif parce que la ligne, elle est à droite. Tout ça à cause de notre logique, de notre dessin. Donc, il faut que notre dessin soit précis pour que la réponse suive. Mais pas précis dans le sens de longueur, mais précis dans le sens qu'il doit être du bon côté du centre. Donc, la réponse s'arrêterait là. Je n'ai pas de contexte, je n'ai pas de conclusion à mettre. C'est terminé. Ici, bon, il y a beaucoup de choses décrites pour dire pas grand-chose. Ça veut juste dire que si vous cherchez dans le milieu de la table et que vous ne tombez pas sur le pourcentage que vous voulez, par exemple, là, si je ne veux pas 13,68, mais je veux 13,70, je suis un peu mal pris, je ne l'ai pas, le 13,70. Donc, je vais prendre lui, c'est le plus proche, tout simplement. Et si il n'y en a pas un des deux qui est plus proche, je suis pile entre deux valeurs, à égale distance entre deux valeurs, je peux prendre aussi une distance mitoyenne entre les deux codes Z. Donc, ça se pourrait, par exemple, si je prends les deux plus faciles ici, là, si je cherche 0,0020, donc ça se peut très bien que je cherche ça. Je vais faire un petit dessin. Admettons que je cherche 0,0020. Donc, c'est pile entre les deux ici. Donc, ma cote Z, ce serait le milieu entre 0 et 0,01, qui serait 0,001.
Donc, ce serait ma code Z ici qui aurait été choisi. Donc, c'est tout ce que ça veut dire, là, le blabla qui est écrit ici dans les notes de cours. Donc, c'est vraiment un exemple, des exemples ici, comment on fait pour trouver des valeurs qui ne sont pas exactes. Je vais passer les affaires. Bon. Exercice 6. Encore une fois, avec la question à l'envers, donc on vous donne le pourcentage, on vous demande la valeur de Z, mais pas juste la valeur de Z, on va vous demander aussi la valeur de X. Donc là, on a un contexte. Il est connu que si X est la variable aléatoire qui correspond au résultat d'un certain test de QI, alors X suit une loi normale de moyenne 100 et de variance 256. Donc, 256, si je regarde la variance, ça va être 15 au carré. Trop bas. Donc, si je regarde le dessin à faire avec la question qui est ici, complétée, environ 75% des résultats à un test de QI sont supérieurs, donc à droite. Supérieur, je vous rappelle le dessin à quoi il a l'air. De quoi il a l'air, c'est comme ça. Donc, les valeurs de X sont supérieures à quelque chose. Et je veux que la probabilité que tout ça se produise me donne 75%. Donc là, je dois dessiner 75% sur une loi normale en mettant une ligne. Donc, je mets ma ligne. Évidemment, il faut que je dessine à droite à cause de la flèche ici. Donc, je ne peux pas arrêter avant la ligne centre parce qu'à droite, j'ai juste 50%, donc j'ai tout de suite débordé de l'autre côté. Donc, je sais que je vais avoir 50% à droite, puis un petit 25% qui déborde ici. Donc, si je cherche la ligne ici, la valeur de Z, en sachant que du centre jusqu'à cette ligne-là, j'ai 25% qui équivaut à 0,25. Donc, là, je vais aller ici, je vais effacer mes dessins. Donc, si je veux trouver 0,25 dans le milieu, je cherche en mode croissant, 0,23, 24, ici. Donc, j'ai 24,86 et 25,17. Vous pouvez choisir le plus proche chez lui. Il est à 0,0014 en bas de l'objectif. Lui est à 0,0017 au-dessus de l'objectif. Donc, je prends lui. Ce pourcentage-là correspond à une code Z de 0,67. Donc, 0,67. Ici, ça vaut 0,67, mais encore une fois, grâce à mon dessin plutôt, je vois que ça donne moins 0,67 de code Z. Donc, si je veux terminer ce numéro-là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais me rappeler que ma code Z, c'est la valeur moins la moyenne sur l'écart type. Donc, je sais que ma code Z, c'est égal à ma valeur moins la moyenne sur l'écart type. Et donc, si je veux isoler ma valeur, je vais faire moins 0,67 fois 15 plus 100. Ce qui va faire que mon X vaut moins 0,67 fois 15 plus 100. 89,95. Donc, on a ici la réponse finale de la valeur au test de QI. Ça veut dire que 75% des gens ont un QI supérieur à 89,85. Il y a 75% des gens qui ont un QI supérieur à 89,95. Voilà. Ensuite, question B. On veut déterminer la valeur de QI telle que, encore une fois, une valeur de QI, donc ça va être le même genre de numéro, telle qu'on soit dans les 2,5% des individus les plus intelligents, en tout cas qui ont le meilleur résultat
aux tests de QI dans tout le pays. Il y a une association qui s'occupe de ça, en fait, qui regroupe ces gens-là. Ça s'appelle la MENSA, M-E-N-S-A. Donc, si vous avez un test de QI exceptionnel, ça se peut que vous receviez une petite invitation à faire partie de ce club. Bref, on revient à notre numéro. Vous avez la variable aléatoire ici qui est la même, qui suit la même loi. Et ensuite, je vais avoir le dessin à faire, donc 2,5 qui est à droite ici. Ensuite, je vais chercher la valeur de ZK qui délimite cette ligne-là. Pour m'aider, je vais partir de 0 vers cette ligne-là et trouver c'est quoi le pourcentage, c'est 47,5 Si je sais que c'est 47,5 je cherche dans ma table. 47,5 dans le milieu, 47,5, excusez-moi, il est T. Ça me donne une cote-z de 1,96. 1,96, c'est ma cote Z. Et j'isole la fameuse cote Z en faisant x15 plus 100. Donc, x15 plus 100, ça me donne 129,4 de QI pour faire partie des 2,5 des adultes qui ont les meilleurs résultats. Vous voyez ici le devoir, bon, vous n'êtes pas obligé de faire des exercices pour l'instant. Vous vous concentrez sur votre travail, puis à la fin, avant l'examen final, je vais vous redonner quelques exercices pour vous pratiquer à répondre à l'examen final. Il nous reste seulement la nouvelle matière complètement par rapport à l'année passée, qui est la normalisation des données. Donc, normalisation des données, ça le dit en soi, là, ça veut dire qu'on prend un jeu de données et on souhaite que ça soit distribué normalement. De quoi ça aurait l'air si c'était distribué de manière normale, donc de manière à suivre une cloche? C'est le genre de choses qui peut arriver dans le domaine académique, psychologique. En fait, on peut aussi avoir des profs, surtout à l'université, je vous dirais, là, qui vont avoir tendance à normaliser les données. Donc, ils vont prendre les notes et ils vont créer une courbe normale avec. Et donc, votre note va changer, idéalement, elle va monter. Donc, c'est très rare qu'elle va descendre. Là, je dirais que c'est impossible, mais ça se peut qu'elle reste la même. Mais elle va toujours monter un peu, là, à part si le prof veut descendre ses notes. Donc, ici, pour l'exemple, je ne vous demande pas de calculer ça, mais je vous montre une distribution de données ici, qui est les notes d'étudiants. Évidemment, ce n'est pas vous, hein, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans ce groupe-là. Donc, si je calcule la moyenne de cette distribution-là, c'est environ 76,29 et l'écart type de 16,57. On a la question ici en jaune, en image jaune avec de l'écriteau rouge. On imagine le cas où un enseignant voudrait normaliser les notes avec une moyenne de 80 et un écart type de 5. Donc, lui, il veut changer sa moyenne pour qu'elle soit 80 et son écart type pour qu'il soit de 5. Donc, ça peut arriver si, par exemple, votre prof il a fait un travail trop difficile ou qui n'était pas approprié, ou en tout cas, ça peut arriver pour diverses raisons là, que les profs décident de normaliser les données pour donner une chance à leurs étudiants. Comment on fait pour normaliser les données? Puis, ça serait quoi la nouvelle note de chacun des étudiants? C'est un travail qui peut être assez long à faire à main. Ça serait facile à faire avec Excel, mais je vais vous montrer comment, par exemple, faire une note. Il faudrait répéter le processus plein de fois pour tous les étudiants de votre classe si vous aviez à faire ça. Donc, comment on fait? Bien, on doit d'abord placer nos groupes. Donc, là, ici, on avait les notes de 40 à 49. 50 à 59 et ainsi de suite, pour finir à 100 donc le nombre de personnes qui avaient la note dans chacun des intervalles. J'ai également le pourcentage ici et le pourcentage cumulé. Donc, 3 sur 34 fois 100, ça faisait 8,8 Le cumulé, c'est j'ai combien de personnes qui sont dans ce groupe-là ou inférieur. Donc, 8,8 plus 17,16, ça me donne le cumulé de 26,5. J'ajoute 8,8, ça cumule à 35,3. J'ajoute 11,8, je cumule à 47,1. Et ainsi de suite, jusqu'à 100% des données. Donc, 100% des gens ont eu une note de 100 ou moins. Évidemment, c'est quand même logique. Ça vous fait le graphique ici. Donc, ça s'appelle une ogive ou
ou un polygone de fréquence cumulée, va toujours monter. C'est évident, là, on accumule des données, donc c'est sûr que ça monte ou ça peut même stagner, là, mais ça ne peut pas descendre. Donc, ça monte constamment pour montrer la distribution des notes. Ça ressemble quasiment à une courbe. Si on pouvait le modéliser, on pourrait voir la courbe que ça ferait. Là. Donc, ça ne ferait pas une courbe tout à fait normale, mais quand même. Donc là, je regarde ici comment je m'y prends. Je veux savoir la nouvelle note d'un étudiant qui a eu 65 au départ, donc dans cette situation-là. Mais là, je veux savoir sa note si on décide de normaliser les données. Donc, comment on fait? C'est qu'on doit d'abord trouver son rang centile. Le rang centile, c'est loin, c'est peut-être très, très loin. Ça dépend de votre année. Là, ça se peut, il y a une année où je ne l'ai pas donné, c'est tombé sur vous. Là. Donc, c'est quand même facile à comprendre. Là. Vous allez voir, le rang centile, c'est de savoir il y a combien de pourcents de monde qui ont une note inférieure à la vôtre. Pour le savoir, on regarde sur le graphique. Donc, ça se fait avec Excel ou ça se fait avec les yeux sur le graphique. Donc, je regarde 65 qui est la note, en fait 65 de notes, et je m'en vais voir sur la courbe, ça correspond à peu près à combien de pourcentage ici. Donc, dans l'ogive, quand je lis une note, je rends sur l'ogive, ça me donne direct le pourcentage de monde qui sont inférieurs à moi, ou à la note, peu importe laquelle. Donc là, j'ai estimé 32. Ça aurait pu être estimé à 33, à 31. Ça dépend, c'est vraiment à l'œil. Mais j'ai estimé que c'était à peu près 32 sur l'axe des Y ici. Et dans ce sens, on lit que 32 des gens ont en bas de 65 ou égal à 65. Donc, son rang centile est d'environ 32. Et donc, je veux savoir la probabilité de trouver une cote Z en bas de ce 32-là. Donc, je fais ma loi normale. Je veux m'arranger pour avoir 32 des données encore en bas de M. 65. Donc, je ne veux pas que personne ne dépasse. Je veux que ça reste tout le monde dans l'ordre. Donc, je veux encore 32 des données en bas de M. 65. Et donc, je veux savoir ça va être quoi sa nouvelle note. Je suis obligée de passer par la cote Z vu que je fais la loi normale et que je cherche des proportions. Puis la seule façon d'obtenir des valeurs, c'est des valeurs en code Z. Donc, je ne peux pas chercher 0.32 parce que ça ne part pas du centre. Donc, je cherche 0.18 qui part du centre jusqu'à cette ligne-là, qui va me donner le Z ici. Donc, je cherche 0.18 dans le milieu. Dans le milieu, je vais avoir 0.18 ici. Donc, c'est lui le plus proche. L'autre était quand même assez loin. Donc, ça va faire 0,47. Fait que 0,47, c'est la valeur que j'ai trouvée dans ma table. À cause de mon dessin, je mets un moins en avant. Donc, moins 0,47. C'est la valeur de Z. Ensuite, c'est quoi la note associée à cette cote Z-là? Donc, je remplace la cote Z par moins 0,47. La note, c'est mon inconnu. La nouvelle moyenne et le nouvel écart type, c'est ça que je vais mettre dans mon équation parce que je viens de forcer mes données à ressembler à une loi normale et j'ai donné la moyenne et l'écart type. Donc, je veux savoir c'est quoi mon X. Et donc, le X en isolant, ça me donne 77,65 qui est la note de notre personne qui avait 65 au début. Ce qui est un peu mêlant dans ces numéros-là, c'est que l'unité de mesure ici peut porter à confusion avec les pourcentages en dessous de la loi normale. Fait qu'il faut juste faire attention. Ici, c'est l'unité de mesure de ma variable aléatoire X. Et là, ici, c'est vraiment les pourcentages sous la cloche normale. Donc, si je faisais une conclusion, ici, la nouvelle note. Donc, la nouvelle note de l'étudiant serait de 77,65 % après normalisation. Donc, il y a quand même plusieurs astuces, plusieurs choses à ne pas se mélanger. Je vous invite à réécouter peut-être ce tronçon-là si vous voulez faire votre numéro comme il faut dans votre travail. Si vous avez des questions, je vous invite aussi à venir à la séance de jeudi prochain et ou de vendredi pour poser des questions ou tout simplement venir me dire bonjour puis comment ça va et partager vos joies et vos angoisses.
si vous n'avez pas de questions, ben, on va se recroiser d'ici la fin de la session. Donc, bon travail, puis à la prochaine.